Dans son livre intitulé « Le diable et le bon Dieu » paru en 1951, Jean-Paul Sartre écrivait, je cite, « Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. » Ainsi, en Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle a entraîné des morts auprès des pauvres populations. La crise continue encore, d'autant plus que lundi, une autre journée de désobéissance civile a été décrétée, mettant la Côte d'Ivoire à feu et à sang. La Côte d'Ivoire est donc en train de filer vers une autre crise post-électorale où on compte beaucoup de morts, où il y a des rivières de sang, où il y a au moins, selon HCR, 8000 réfugiés déjà au Libéria. Qu'à cela ne tienne, Emmanuel Macron, le chef d'État français, avec Alassane Ouattara, sabre du champagne à la santé, faisant déjà l'euphorie ou encore célébrant déjà une victoire à plate couture puisque Alassane Ouattara a obtenu plus de 94% de suffrages et Emmanuel Macron lui adresse donc des félicitations, d'autant plus que son élection a été validée, selon lui, par le Conseil constitutionnel. Rien à voir avec toutes les observations de ceux qui étaient là, qui ont dit que cette élection n'a en fait réuni qu'au trop 10%, sans pour autant oublier qu'il y avait des bourrages d'urnes, sans non plus négliger que beaucoup de bureaux de vote n'étaient pas ouverts parce que l'élection ayant été boycottée par l'opposition n'était que ce qu'on peut dire une parodie, une farce. Emmanuel Macron a donc décidé d'adresser ses félicitations à Alassane Ouattara un dimanche, jour non ouvrable, preuve que tout ceci a été fait soit avec précipitation, soit n'a pas respecté les règles les plus élémentaires de ce qu'on peut même appeler l'administration, dans la mesure où on se demande si la secrétaire d'Emmanuel Macron ce jour-là a dû faire des heures supplémentaires, ou alors c'est Emmanuel Macron qui lui-même s'est assis devant l'ordinateur pour écrire en toute précipitation cette lettre qui devait adresser à Alassane Ouattara. Cette lettre vient et tombe le jour même que le pape François est en train d'interpeller les autorités ivoiriennes, particulièrement les dirigeants politiques, dont Alassane Ouattara, le premier, afin qu'ils puissent s'asseoir, organiser le dialogue. Cette lettre survient le jour de la célébration de ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire la journée de la paix qui a été introduite par le père de la nation, Houphouët-Boigny, qui disait qu'il fallait toujours dialoguer. Or, Alassane Ouattara, loin de dialoguer, a utilisé des armes pour s'imposer par la force, a utilisé la répression pour non seulement arrêter les dirigeants de l'opposition, et en ce moment même, Pascal Affi-N'Guessan, qui est le porte-parole du Conseil national de la transition, est porté disparu dans la mesure où depuis le 9 novembre, selon ses avocats, on ne sait pas dans quel endroit il se trouve. Il a donc été arrêté et est détenu quelque part dans des conditions inhumaines, ne respectant pas la loi, étant privé de ses avocats. La France
terre des droits de l'homme, terre de la démocratie, aurait pu au moins s'inquiéter sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, où on est encore en train d'aller vers une crise comme lors de l'élection de 2010 qui aboutit quand même à 5 voire 6 mois d'une guerre qui a coûté 3000 morts. Mais les morts, ce n'est pas ça qui concerne Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, oui, le nouveau Napoléon de la France qui veut, au nom de ce qu'on peut appeler la néocolonisation, utiliser toujours les relations selon le fait qu'il faut aller se faire du pognon. Dans sa lettre, Emmanuel Macron ne parle que des relations économiques, affirmant que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, peut toujours compter sur le soutien de la France. Bref, pour Emmanuel Macron, rien d'humain dans une crise où, officiellement, il y a déjà 85 morts, selon le bilan officiel, mais selon les organisations, ou encore les ONG, les associations, ou même l'opposition, il y aurait entre 100 et 200 morts. 500 blessés. Et selon HCR, il y a déjà plus de 8000 Ivoiriens qui ont quitté leur pays pour aller se réfugier au Libéria, sans pour autant oublier d'autres qui sont au Ghana. Emmanuel Macron, ce serait au moins un peu démontrer son caractère humain en adressant les condoléances aux familles des victimes. Que non. Emmanuel Macron, quand il s'agit de la France, lorsqu'un professeur a été tué ici, a mobilisé toute la nation, était prêt à faire la guerre à tous les pays qu'il qualifiait comme des répertoires ou alors des berceaux de l'islamisme extrémiste. Il était prêt à faire que le monde entier pleure pour un professeur. Toutes les télévisions et radiodiffusions ont été mobilisées pour un professeur qui a été assassiné. Mais pour la Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron, qui pourtant a eu cette vidéo choquante où on voit, suite à la réélection contestée d'un Alassane Ouattara qui lui-même a piétiné la Constitution, on a vu, eh bien, quelqu'un se faire incendier, quelqu'un livré en holocauste, se faire briser comme un mouton, vivant. Bien plus, on a vu un autre Ivoirien se faire décapiter et sa tête utilisée comme un ballon qu'on jouait dans la rue. Emmanuel Macron, quel génie. Lui, qui donc après avoir vu ces vidéos, n'a trouvé d'autres mots au peuple ivoirien que de parler des relations économiques. La France, certes, a des intérêts à préserver en Côte d'Ivoire. Mais faut-il accepter que parce que vous avez un pion, un chefaillon, un morpion, qu'il devrait absolument anéantir toute l'opposition, tous ceux qui disent non au troisième mandat. Emmanuel Macron a fait semblant, prétextant qu'il ne voulait pas l'ingérence de la France dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, bien qu'ayant été interpellé
par Afinguessan ou encore Guillaume Soro et bien d'autres, de pouvoir arrêter cette machine infernale d'Alassane Ouattara qui était résolument lancée à entraîner la Côte d'Ivoire dans une autre crise. Et Emmanuel Macron a plutôt joué au ponce pilatisme en disant qu'il ne voulait pas se mêler. Mais, alors que la crise est encore là, c'est lui qui a activé les réseaux avec le Quai d'Orsay pour rapidement prendre Konan Bédié, se faire filmer avec Alassane Ouattara, faire semblant que c'était un début de dialogue alors que ce n'était que de la manipulation, afin que Alassane Ouattara ait le boulevard de pouvoir entamer son mandat dans de très bonnes conditions pour que les fruits puissent bénéficier à la France. La France, avec Alassane Ouattara, c'est une histoire de ce qu'on peut appeler encore le maître et l'esclave. L'esclave au service du maître. Et la France a usé de ce qu'on peut appeler les intimidations, montrant à Alassane Ouattara que sans elle, il pouvait finir ses jours à la CPI. Et en difficulté, eh bien, la France lui a donné des conditions pour qu'il puisse libérer, liquider, offrir la Côte d'Ivoire en coupe réglée à la France. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Alassane Ouattara vient en France, Emmanuel Macron fait semblant de faire une certaine moue agressive et de ne plus vouloir cautionner ce mandat. Alassane Ouattara, dans la foulée, va bien sûr céder et encore promettre à la France que plus que jamais, il se mettra à son service afin de pouvoir permettre à ces entreprises d'être très florissantes. Et voilà là où tout se joue. Problèmes économiques, problèmes de stratégie et aussi problème de ce qu'on peut appeler la France-Afrique qui est mise en jeu à travers la réélection d'Alassane Ouattara. Il faut se dire que la réélection d'Alassane Ouattara qui arrive et qui a un peu surpris tout le monde, était quand même déjà préparé par Paris, puisque Ouattara ne devait pas être là, mais devait laisser un pion qui devait continuer sa mission. Donc c'était Amadou Gon Ali. Mais malheureusement, le Premier ministre étant décédé, eh bien, Alassane Ouattara a trouvé qu'il fallait donc faire un combat. Paris, bien sûr, a fait semblant ne pas mettre les mains dedans. Mais c'est lui qui tient le guidon, qui aujourd'hui guide Alassane Ouattara, telle une marionnette, activée par la télécommande. Eh bien, c'est le petit Macron. Comme se rappelle que justement, en novembre 2017, Emmanuel Macron arrive en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara et vont lancer les travaux de ce qu'on va appeler le métro d'Abidjan. Pour le métro d'Abidjan, on a vanté tout ce qu'on voulait, mais derrière ça, il fallait comprendre qu'il y avait des enjeux, puisque le marché, en réalité, avait été gagné par des firmes coréennes et Hyundai, comme aussi dans et dedans. Qu'est-ce que la France a fait? La France a imposé à Alassane Ouattara de faire partie des Coréens et de redonner ce contrat-là
à la France à travers des firmes ou alors des entreprises, des mastodontes de la France tels que, par exemple, Bouygues, tels que Alstom. Et c'est comme ça que Alassane Ouattara, sur un projet de métro, où on parle de 37 km, il repart avec Macron et négocie ce qu'on peut appeler un crédit à un taux très élevé de 1,4 milliard. En réalité, il s'agit de 2 milliards d'euros. Je dis bien d'euros. Mais bien plus, au moment où il est en train de détruire le contrat pour que les Coréens ne puissent pas contre-attaquer sur le plan des juridictions internationales, il va accepter payer aux Coréens ce qu'on appelle les dommages et intérêts. Ce n'est pas la France qui va payer. Cet argent va sortir des caisses de l'État ivoirien. Et ça représente 6 milliards 500 millions de francs CFA. Rien que pour le métro donc d'Abidjan, la Côte d'Ivoire devrait payer au moins 1000 milliards aux entreprises françaises. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les accords, Emmanuel Macron va imposer à Alassane Ouattara que ce ne soit que les entreprises françaises qui réalisent ce projet, d'autant plus que chacun savait déjà que Alstom était pratiquement en fermeture et qu'il a fallu que ce soit les États africains, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, qui réinjectent de l'argent pour que cette entreprise française puisse continuer à survivre. Quand on essaie de regarder dans la logique, on se rend compte que dans d'autres pays, avec autant d'argent, on aurait fait pas 37 km, mais peut-être le double. Et quand on voit ce que la France a fait dans d'autres pays, c'est là où on se rend compte que, eh bien, Alassane Ouattara, c'est un chiot qui n'est même pas capable de négocier d'égal à égal comme voulait le faire Gbagbo. En 2012, lorsque la France décide, enfin, pas que la France décide, c'est l'Égypte qui décide d'élargir ce qu'on appelle son réseau métro. La France viendra, mais l'Égypte va contacter une dette auprès de la France et de l'Union européenne de 940 millions d'euros. Mais dans cette dette, eh bien, on va voir qu'une entreprise française telle que Vinci sera dedans. Mais l'Égypte va imposer ses entreprises telles que Arab Contractor. La France n'a rien dit. Et là-bas, la France et l'Union européenne font des crédits qui sont de l'ordre de 2% au niveau du remboursement. Ce qui signifie que c'est supportable. Or, avec Ouattara, c'est les 5, 10, 15%, voire plus, puisque tout est confus. Comment va-t-on donc rembourser ces dettes? Et encore que c'est un métro qui ne va pas entrer dans des souterrains comme ceux de l'Égypte. Parce que celui de l'Égypte, il entre sous le Nil. Il est souterrain. Ce qui signifie que les travaux de là nécessitent 10 fois plus d'argent que celui de la Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara, pris à la gorge, obéissant au maître, a bel et bien accepté. Eh bien, autre gros contrat sur le marché de ce qu'on peut appeler l'agrandissement, encore les travaux de l'aéroport Houphouët-Boigny. Eh bien, une fois encore, là-bas, on va se rendre compte que c'est encore un autre marché qui est arraché à une firme chinoise
qui est quand même China Railway, et qui va justement proposer, qui avait proposé à l'État ivoirien de faire des travaux à un prix raisonnable. Mais maintenant qu'on donne ça à la France, c'est le double. Ça coûte le double. Et qui a fait ça? Une fois de plus, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Ce n'est donc pas une surprise qu'on voit Emmanuel Macron aller en Côte d'Ivoire en décembre 2019 avec sa très charmante jeune épouse, qui a tourné ses petites fesses-là, les reins et tout, pour danser le coupé décalé. En Côte d'Ivoire. C'est là-bas où ils étaient. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la vache à lait de cette France qui, plus il y a des malheurs, plus il y a des guerres, plus elle est à l'aise. La France a-t-elle rendu d'énormes services à la Côte d'Ivoire en dehors de ces chiffres badigeonnés, présentés comme étant des chiffres de la croissance? Mais est-ce que le niveau de vie des Ivoiriens a véritablement augmenté? Est-ce que vraiment la classe sociale ivoirienne peut présenter quels sont les avantages? À part parfois ces infrastructures qu'on nous présente et qui coûtent sauvagement cher. Alassane Ouattara, donc, aujourd'hui, peut marcher sur des cadavres, peut tuer qui il veut, peut enfermer toute l'opposition. Jamais la France ne bronchera. Pourtant, lorsque c'était Laurent Gbagbo, cette France donnait des leçons de démocratie. Cette France était prête à agir. Cette France était prête à l'envoyer à la CPI. Cette France était capable et a été capable de le destituer. L'ingérence était complète avec son armée pour déstabiliser un pays étranger. Qu'on se rappelle qu'en 2002, lorsqu'il y a la tentative de coup d'État contre Laurent Gbagbo, les services secrets de la France étaient bel et bien au courant. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout, puisque la rébellion venait bel et bien du Burkina Faso avec la complicité de Blaise Compaoré. Et quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, lorsque la France a demandé que Laurent Gbagbo organise cette élection, parce que Laurent Gbagbo, une fois qu'il avait été élu en 2000, n'avait pas voulu se soumettre au dictat des gens, des dirigeants français. Il n'avait pas voulu faire allégeance, prêter allégeance, par exemple à Chirac, qui a trouvé cela comme une humiliation, parce que les chefs d'État francophones vont se mettre à genoux, jurent, prêtent serment, qu'ils travaillent pour les intérêts de la France. Laurent Gbagbo l'avait refusé. Et qu'est-ce qu'on a vu? Après cette rébellion, eh bien, la France a monté des coups et des coups pour essayer de déstabiliser ce pays, puisque lorsque, par exemple, en novembre, justement le 4 novembre 2004, le 6 novembre 2004, autant pour moi, lorsqu'on va voir la France se mettre au front de la guerre, sous le prétexte que, eh bien, on est parti bombarder des militaires français, 9 en sont morts. Alors qu'en réalité, l'aviation ivoirienne avait été manipulée par les services secrets français. Et même cela, la France qui a donc profité de cette occasion-là, sans même mandat de l'ONU, ni de l'ONUCI qui était là,
de Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, à peine il y avait cet incident, il y avait déjà les chars français devant la maison, la résidence de Gbagbo. Donc tout était bien programmé. Si cela n'était pas programmé, comment comprendre donc que les deux pilotes biélorusses qui avaient bombardé, mais ils ont été pris, ils ont été arrêtés. Qui a eu à intervenir? C'était la France, avec Dominique de Villepin, sans pour autant oublier Alliot Marie, qui était ministre de la Défense à l'époque, et bien sûr Barnier, qui était aux affaires étrangères. Et même quand ces barbouzes ont encore été pris par les services de sécurité togolais, c'est encore la France qui a eu à intervenir pour qu'on les libère. Comment est-ce que la France pouvait donc intervenir pour libérer ceux qui sont partis tuer leurs militaires? Parce qu'en fait, ils savaient que cela n'exécutait qu'une mission qui était montée contre Laurent Gbagbo afin de le fragiliser. Et d'ailleurs, quand on va voir justement ce qui va se passer après, l'armée française n'a-t-elle pas tiré sur des civils ivoiriens, créant au moins 10 ou 20 morts, alors que ces gens-là n'avaient pas d'armes? Quel président français avait présenté les excuses au peuple ivoirien? Parce que les intérêts de la France étaient beaucoup plus supérieurs. Et en 2010, quand on va y arriver, on va encore voir jusqu'où la France, qui prétend ne pas aller dans l'ingérence, et comme Emmanuel Macron disait vouloir se débarrasser des oripeaux de la France-Afrique, c'est la même chose que les Chirac, que les Hollande, que tous les Sarkozy, qui disaient. Sarkozy, lui, il a pris sur lui d'enlever, de se débarrasser de Laurent Gbagbo par tous les moyens. Il est parti prendre ce qu'ils appelaient un mandat de l'ONU. Et ce mandat de l'ONU, c'était quoi? En disant qu'ils voulaient préserver des civils pour une élection qu'ils avaient imposée à Laurent Gbagbo d'organiser. Alors qu'ils savaient très bien que c'est eux-mêmes qui avaient créé la rébellion. Et que le Nord, enfin, 60% du territoire de la Côte d'Ivoire était occupé par des rebelles. Comment pouvait-on donc faire une telle élection? Mais ils ont contraint Gbagbo à organiser cette élection. Au premier tour, ils avaient déjà falsifié les résultats au profit de Ouattara. Au deuxième tour, c'était la même chose, puisque tous les observateurs ont dit qu'il y a eu bourrage des urnes dans des régions qui étaient tenues par des rebelles. Mais qu'à cela ne tienne, la France s'est précipitée sur le plan politique, diplomatique, à faire de la pression pour qu'on reconnaisse, eh bien, que c'est Alassane Ouattara qui avait été élu président. La France n'avait donc pas attendu le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dit que c'est le Conseil constitutionnel qui a validé l'élection de Ouattara. Alors qu'en 2010, c'est la même France qui disait qu'on ne peut pas accepter les résultats du Conseil constitutionnel parce qu'il est sous la férule de Gbagbo. Et pourtant, la CEI était complètement dirigée par Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la CEI est dirigée par Ouattara. Le Conseil constitutionnel est dirigé par Ouattara. Et c'est là où la France dit « Bravo! Cette élection est magnifique, malgré le fait qu'il y ait eu des morts. » Et non, d'ailleurs, on ne parle pas de morts, puisque un gibier qui tombe suite à une contestation, un Ivoirien qui tombe, voulais-je dire, c'est quoi? Ce n'est qu'un gibier. Et on continue. Et c'est comme ça qu'en avril, on a vu la France agir. Puisque déjà, les chefs d'État africains qui tentaient de tenir tête, ils ont été rappelés à l'ordre par la France. Et le seul qui pouvait faire le poids, c'était Jacob Zuma.
Et Nicolas Sarkozy l'a convoqué à Paris le 1er mars. Il a fait tout pour mettre des pressions. Et finalement, Jacob Zuma a tourné le dos à Laurent Gbagbo. Gbagbo, dès lors, son sort était réglé. La mission de l'ONU que la France est partie prendre, c'était quoi? C'est-à-dire que ils vont à l'ONU et ils obtiennent des résolutions contre Laurent Gbagbo, sous prétexte qu'ils viennent protéger des populations civiles. Mais en réalité, ce qu'ils ont appelé Opération Licorne, c'était uniquement pour venir non seulement attaquer l'armée de Gbagbo, dont la France s'est mise dans une guerre, prenant parti, protégeant Alassane Ouattara, créant tous les débats qu'il y a eu. Et d'ailleurs, c'est l'armée française qui va ouvrir le front, qui va permettre aux rebelles d'entrer à Abidjan. C'est l'armée française qui va entrer avec des rebelles jusque dans la résidence de Laurent Gbagbo pour aller le prendre comme un rapalmiste, le sortir comme une souris, l'humilier, un chef d'État qui pourtant avait été reconnu par le Conseil constitutionnel dont aujourd'hui se vante la France. Il a été fait prisonnier. On l'a déporté à la CPI, puisque la CPI est financée à 10% par la France. Donc, suivez les instructions de la France. Celui qui vous donne, vous ne pouvez pas vous opposer. Et c'est la même chose qu'ils ont eu à faire à Ouattara. Ouattara savait très bien que, il sait très bien que, si la France le lâche, il est parti à la CPI. La France, tête de démocratie, vient donc imposer en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui non seulement a organisé des rébellions, arrivé au pouvoir par des armes, viole la Constitution pour le 3e mandat, utilise la répression, crée des groupes armés, des milices qui sont à son service pour terroriser les populations, enlève les opposants, les séquestre, et tout ça, la France applaudit. La France applaudit parce que, comme je le disais tantôt, ce qui compte, c'est le fric. Ce qui compte, c'est la géostratégie. Puisque dès que Gbagbo était tombé, la France rapidement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à Ouattara de réouvrir la base militaire de Port-Bouin. Aujourd'hui, c'est la 2e base la plus importante de la domination française en Afrique. Puisque après Djibouti, c'est la Côte d'Ivoire. Et à partir de là, c'est là où la France, Emmanuel Macron, Napoléon, ont donc ce qu'on appelle réintroduit la vraie colonisation, prenant tout un chacun, possédant tout un chacun dans des chaînons. On ne peut pas aujourd'hui diriger si on ne va donc pas faire allégeance comme Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'est donc pas un président ivoirien. Il est un chef de comptoir colonial installé par la France. Et peu importe ce qu'il peut faire, parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, la priorité des priorités d'Emmanuel Macron, c'est Bouygues, c'est Bolloré. La priorité des priorités d'Emmanuel Macron, c'est les 25 000 Français qui sont installés au niveau de la Côte d'Ivoire et qui sont très heureux là-bas. La priorité des priorités d'Emmanuel Macron, c'est les 650 entreprises françaises qui se font du beurre en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, quand on parle de 650, ce n'est pas tout, dans la mesure où il y a CIC, France-Côte d'Ivoire, qui seul réunit presque 1000 entreprises. Et quand on voit donc ça, on se dit, est-ce là cette France des Lumières, cette France qu'on nous vantait comme une terre de liberté,
cette France est redevenue cet empire colonial sans sentiment où le sang des Africains ne vaut pas de l'argent. Cette France, tant qu'elle peut utiliser des gens comme Alassane Ouattara, n'hésitera pas. Où est donc aujourd'hui l'indépendance? La souveraineté tant vantée, elle n'existe plus. Puisqu'aujourd'hui, on sait que pour valider une élection en Afrique, dès que le chef d'État français met OK, tous les valets africains suivent en rang. La CEDEAO et tout le reste, ils se mettent à genoux. Devant quelqu'un, comme je disais, qui venait de fêter 42 ans en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron, un enfant. Devant ses grands-parents, qui les maltraitent, qui fait le dictat. Peut-on être content d'être président et d'obéir à un enfant? Peut-on être président? Peut-on être content d'être président et de se préoccuper d'une seule chose? Servir un autre pays et non le sien. La dette colossale de la Côte d'Ivoire, le manque de liberté aujourd'hui qui sont en Côte d'Ivoire, peuvent-ils faire de la Côte d'Ivoire un pays exemplaire? Laurent Gbagbo avait voulu, à une certaine période, sortir de ce cercle infernal vicieux. Il avait voulu tendre la main aux Américains avec, en libéralisant et en cherchant aussi d'autres destinations pour le cacao. Il a été présenté comme le démon. Aujourd'hui, celui qui est en Côte d'Ivoire, qui n'a jamais été inquiété, mais a été impliqué dans toutes les rébellions, il est présenté comme le plus grand économiste, le plus grand politicien, le plus grand démocrate de l'Afrique de l'Ouest, de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, Alassane Ouattara n'est qu'un négrillon de service. Alassane Ouattara n'entrera pas dans l'histoire, c'est lui négativement, parce qu'il n'aurait servi que les intérêts de l'impérialisme, que les intérêts de la colonie. Emmanuel Macron, on avait beaucoup rêvé, croyant que avec la jeunesse, que les réseaux focaux étaient déjà finis, croyant qu'il devait apporter autre chose, mais on oubliait que l'enfant du serpent, c'est le serpent. Tant que les Africains eux-mêmes continueront aussi à applaudir ces gens qui vous disent qu'ils ont apporté le métro, tant qu'ils vous diront que la croissance est à 2 chiffres, parce que ce sont les journaux étrangers et d'autres organisations qui veulent le dire, et bien tant que vous écouterez ces chansons, on sera toujours sous la domination. Et on sera toujours là, en train de se dire, où va donc l'argent de l'Afrique? Nos matières premières, tout comme dès qu'on a découvert
des sources, des ressources inestimables. Dès qu'on a découvert aussi ce pétrole qui peut être dans le sous-sol ivoirien, eh bien, plus que jamais, on a dit, on recommence la colonisation. Colonisation dans le sang, colonisation avec des fausses sélections, colonisation avec des pertes humaines. Et dans tout ça, pendant que les Africains pleurent leur mort, les entreprises françaises en Côte d'Ivoire peuvent sourire et sabler du champagne. Comme le disait La Fontaine, je cite, la richesse des riches est faite sur le malheur des pauvres. Langue vipérine, langue serpentine, langue assassine, langue mutine, langue cortine. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémi Ngono. Dieu pardonne, moi pas.